Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les droits de l'homme au Mali, nous en parlons ce soir parce que le sujet figure à la une de l'actualité ces jours-ci. D'abord, avec la publication d'un communiqué de l'Association malienne des droits de l'homme et de la Fédération internationale des droits de l'homme. Ensuite, avec le rapport d'Amnesty International rendu public ce mercredi même. Dans l'un comme dans l'autre document, il est question d'avancer. Certainement, il est question aussi des violations des droits de l'homme. L'AMDH parle de plus de 200 attaques terroristes et de banditisme, avec plus de 200 morts. Il est reproché aux forces de l'ordre maliennes d'avoir également commis des violations dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes. Alors, question. 8 mois après la signature de l'accord de paix par toutes les parties, disons, les droits de l'homme ont-ils progressé? Sinon, pourquoi? Alors, à cette question, il y en a d'autres qui se rapportent au bilan de 2015, le bilan donc en matière de respect des droits de l'homme. Les structures de lutte pour le respect des droits de l'homme vont-elles au-delà de la dénonciation des cas de violation? Que recommandent-elles pour une prise en compte de la question des droits de l'homme dans le contexte actuel au Mali? Beaucoup de questionnements qui méritent assez de clarification, d'où la participation à ce débat de 4 personnalités, à savoir Amadou Boubacar Tekete, il est le secrétaire général de l'AMDH, Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International, qui est en même temps le président du réseau des défenseurs des droits humains. Ataï Ag Mohamed, il est membre de la CMA, chargé des droits de l'homme au MNLA, il sera en ligne. Madame Boare Bintou Founé Samake, il est la présidente de WIDAF Mali, elle aussi, elle sera en ligne. L'émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc au Droits de l'homme au Mali, les regards d'Amnesty et de l'AMDH, c'est l'intitulé du grand dialogue de ce mercredi. Alors, dans le premier volet, nous allons nous intéresser au bilan 2015. Alors, première question, que peut-on retenir comme bilan de l'AMDH pour l'année 2015 en termes d'investigation? Alors, cette question, nous allons donc la laisser, nous l'aborderons dans quelques minutes puisque c'est le secrétaire général de l'AMDH qui est attendu dans ce studio d'un moment à l'autre. On va donc commencer par vous, Monsieur Saloum Traoré, vous qui êtes donc le directeur exécutif d'Amnesty International. Quel peut être le bilan d'Amnesty International pour 2015? Merci bien, Monsieur Fomba. Merci aussi à tous les auditeurs de la station du studio Tamani. Donc, je suis bien content d'être ici ce soir. Vous l'avez déjà dit, à double titre. D'abord pour participer disons, au débat sur le rapport de nos confrères de la FUDH et de l'AMDH, mais surtout aussi pour parler du rapport d'Amnesty International. Le bilan d'Amnesty International cette année, c'est que nous avons fait des investigations dans 160 pays. Et dans ces 160 pays, nous avons dénombré un certain nombre de violations graves, comme des viols, comme des enfants soldats, et puis plus particulièrement dans nos pays ici, nous avons les mariages forcés et beaucoup d'autres violations des droits humains qui sont annoncés dans notre rapport. Alors, à présent, nous allons nous tourner du côté de M. Amadou Boubacar Tekete qui vient de nous rejoindre. Il est le secrétaire général de l'AMDH. La question, la toute première, est la suivante. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de l'AMDH pour l'année 2015 en termes d'investigation? En termes d'investigation, d'abord, permettez-moi de dire bonjour aux auditeurs et bonjour à mon ami et frère King, Amnesty International. Ça, c'est un nom d'intime. Nous ne sommes pas autorisés à l'utiliser. Non, vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, nous avons eu à faire des investigations, surtout sur l'accès à la justice
et l'état de droit lutte contre l'impunité et la réconciliation nationale. Donc on a eu beaucoup de choses à faire là-dessus. Je crois qu'on va rentrer au détail. Et on va vous donner les détails puisque vous avez parlé de notre rapport, effectivement, où on a parlé de 200 victimes. On va aller au détail, il n'y a pas de problème. Alors, je pense bien que Mme Boiré Bintou Founé Samake est en ligne. Elle est donc la présidente de Wildaf au Mali. Mme Boiré, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre structure? Tout d'abord, j'adresse mon bonjour chaleureux à tous les auditeurs. Le WILDAF est un réseau de promotion et de protection des droits des femmes. Nous avons été créés en 1995 dans la mouvance de la conférence de Beijing et nous avons comme vision d'instaurer une culture d'exercice et de respect des droits des femmes au Mali. Alors, vous pouvez un peu nous parler des activités que vous avez eu à mener au cours de l'année qui vient de s'écouler? Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons beaucoup travaillé sur les questions de paix et de réconciliation, mais aussi sur les questions d'accès des victimes de la crise à la justice, mais aussi nous avons travaillé sur la question des violences faites aux femmes. Alors, vous allez rester donc en ligne. Nous allons vous rejoindre dans un instant, le temps d'essayer de joindre un autre intervenant. Il s'agit donc de Atay Ago Mohamed. Monsieur Ago Mohamed, bonsoir. Atay Ago Mohamed, vous nous entendez? Alors, je crois que nous avons quelques difficultés à joindre notre quatrième intervenant. Nous revenons donc dans ce studio pour aller avec la deuxième question. Alors, dites-nous, M. Saloum Traoré, vous qui êtes le directeur exécutif d'Amnesty International, 2015 a-t-il été un pas en avant ou un pas en arrière en matière de droits de l'homme au Mali? Bon, comme vous le dites, nous pensons beaucoup plus global. Nous ne voyons pas seulement le Mali. Notre rapport, par exemple, que nous avons publié ce matin, fait état, comme je vous l'ai dit, de la situation des droits de l'homme dans 160 pays. Au Mali, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Nous avons été très contents quand nous avons appris que le gouvernement s'active avec tous les autres partenaires pour qu'on puisse avoir la paix enfin. Et nous avons vu qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé. Nous avons considéré que tout ça, c'était des avancées. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est en dents de scie. Nous avons constaté plus tard qu'il y avait eu beaucoup plus d'engouement et le résultat n'était pas malheureusement à la hauteur de ce que les gens pensaient de l'espoir. Et comme l'ont dit, n'est-ce pas, mes camarades de la MDH, eh bien, l'accord de paix n'a pas amené à la paix. Parce que moi, je viens d'arriver de la région de Tombouctou. On ne peut pas sortir de la ville de Tombouctou avec une jolie voiture. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à plus de 16 km. Des gens sont là qui vous attendent. Dès que vous amenez, ils vous prennent votre voiture, ils vous prennent vos motos, ils vous prennent l'argent et vous revenez plus à Tombouctou. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Et les gens ils sont à quelques 16 à 30 km là. Nous avons pourtant l'armée là-bas, nous avons l'amunissement, etc., les éléments de l'amunissement à tout le monde. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux dire de ça. Je crois quand même que les espoirs n'ont pas été vraiment, disons, récompensés, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Atay Ago Mohamed, qui est membre de la CMA et chargé des droits de l'homme au MNLA, est cette fois-ci en ligne. Alors, Atay Mohamed, dites-nous, cette année, qu'est-ce que vous retenez au niveau de la CMA pour ce qui concerne? Est-ce que si on vous demandait de parler d'un bilan par rapport au respect des droits de l'homme au Mali au niveau de votre structure? D'abord, bonsoir tout le monde. Je m'excuserai d'avance pour l'état du réseau. Simplement qui n'est pas clair. Je ne sais pas si vous me recevez très bien. On vous entend bien. Allez-y, allez-y. Oui, je pense que je ne pourrais pas dire autre que ce qu'ont dit mes prédécesseurs par rapport à l'état actuel de
des questions de droits de l'homme, même s'il n'y a pas de belligérance, même s'il n'y a pas d'action militaire permanente, on voit qu'il y a des violations par-ci par-là, qui sont parfois menées par des groupes qui ne sont pas forcément des processus, qu'ils soient des groupes terroristes ou des groupes de bandes isolées. Il y a ces actions-là qui continuent. Il y a aussi les actions posées parfois en répression. Par exemple, on a vu dans la zone de Gundam, lorsqu'il y a eu des actions de groupes non identifiés contre les forces maliennes ou des groupes terroristes, il y a des actions qui sont menées par les forces maliennes contre des civils dans la zone. Parfois, ils justifient cela par rapport au fait que les populations sont à proximité. Donc, il y a des violations qui continuent sous une autre forme parfois, peut-être plus ou moins violente ou même pas permanente, mais quand même, il y a des graves violations. Parfois, ce sont des arrestations arbitraires, parfois ce sont des tortures, parfois ce sont des exécutions sommaires. Rien ne s'est donc amélioré, bien au contraire? Bon, je ne dis pas qu'il s'est amélioré, je dirais qu'ils ne sont pas permanentes comme avant, en temps de guerre normale, mais ils existent d'une façon où, vraiment, quand elles sont menées par des institutions d'État, elles sont plus critiques. Moi, je ne pense pas, je sais que les crimes commis par les groupes isolés ou les groupes non membres des processus ou les groupes terroristes sont des crimes auxquels on s'attend. Mais des crimes commis par des structures membres du processus, ça c'est encore plus dangereux. Donc il y a des crimes malheureusement qui sont commis par des partis qui sont membres du processus de paix et qui sont censés être des institutions d'État. Mais ça c'est dangereux, c'est encore plus compliqué. Alors, retour dans ce studio, nous allons nous adresser à vous, Amadou Bokar Tekete de l'AMDH. Dites-nous, est-ce qu'on peut dire qu'en 2015, les lignes ont un peu plus bougé en matière de respect des droits de l'homme au Mali? Il ne faut pas se cacher la face. Amnesty International, il a dit la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, en 2015, on a connu une amélioration. Moi, de mon point de vue, on a connu pire que ce qu'on connaissait. Parce que si vous prenez tout ce qui s'est passé dans un mois, seulement dans le mois, mais vous vous rendrez compte qu'il y a plutôt des comportements négatifs qu'on ne peut pas expliquer en matière de droits de l'homme. C'est-à-dire que le Mali n'a jamais connu un moment aussi dangereux que ce moment-là, parce que c'est un moment où personne n'est en sécurité. Même vous qui êtes au studio aussi, vous n'êtes pas en sécurité. Encore moins moi qui dois quitter votre studio pour aller chez moi. Donc ça, on ne peut pas parler d'amélioration. Pas du tout. Je crois qu'il faut qu'on se corrige. Et puis qu'on se dise cette vérité-là. C'est-à-dire que la violation des droits de l'homme, lorsqu'elle reste impunie, eh bien, ça va continuer. Parce que l'impunité en lui-même est une violation flagrante de l'homme, des droits de l'homme. Et c'est ce que nous encourageons dans ce que nous faisons. Parce que si vous tenez compte des libérations, tout ce qui vient de parler de Tombouctou. Moi, j'ai quitté Tombouctou, j'ai quitté Ber. Je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller, même à 5 km, tant que je ne suis pas protégé. Non, protégé, même pas par l'armée, même pas par des groupes armés, mais par d'autres groupes armés qui, eux aussi, sont sur le terrain. Je crois qu'il faut qu'on se dise cette vérité-là. Personne n'est à l'abri de ce qui se passe maintenant. Parce que le problème, comme je l'ai dit et je continue à le dire, on ne sait même pas qui est avec nous chez nous, à domicile. Ton propre fils peut être un djihadiste ou un terroriste sans que toi tu sois au courant, parce qu'il est dans la nécessité. Parce qu'il y a ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui sont là-dedans économiquement parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Donc il y a cette nécessité qui fait qu'ils font ça. Mais donc on n'est pas du tout en sécurité. Donc la violation des droits de l'homme n'a fait que se multiplier et ça continue à se multiplier tant qu'on ne se dise pas certaines vérités, tant qu'on ne corrige pas les fautes qui sont commises, que l'impunité soit combattue sous toutes ses formes et par tout le monde. Que ce soit les détenus du pouvoir, que ce soit la société civile, que ce soit les religieux. C'est-à-dire que l'impunité est une violation grave des droits de l'homme et ça ne peut s'arrêter que lorsqu'on va éradiquer l'impunité. Ça, c'est la première condition. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, il faut une approche un peu globale de la problématique. Même. Absolument. Absolument. Il faut que tout le monde s'intéresse et que tout le monde considère l'impunité comme un fléau. Et qu'il faut combattre.
Studio Tamani, 18h30, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Droits de l'homme au Mali, les regards d'Amnesty International et de l'AMDH, c'est donc le thème du grand dialogue de ce mercredi, un thème dont on va parler avec quatre invités, à savoir Amadou Boubacar Tekete, secrétaire général de l'AMDH, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, président du réseau des défenseurs des droits humains, Ataï Ag Mohamed, membre de la CMA, chargé des droits de l'homme au MLLA, et Madame Boiré Bintou Founé Samake, président de Wildaf Mali. Et Madame Boiré, dites-nous, nous savons que vous vous occupez surtout de la situation des femmes. Alors, est-ce que sur ce point, on peut parler d'avancée pour l'année 2015? Non. En ce qui concerne la question des droits des femmes, nous n'avons pas enregistré d'avancée. Au contraire, les femmes sont devenues encore plus vulnérables parce que pendant la période de l'occupation, on savait à qui on a affaire, mais aujourd'hui, on ne sait plus à qui on a affaire. Et l'insécurité est partout. C'est une insécurité latente. Quand tu quittes ta maison pour le bureau, quand tu quittes ta maison pour vaguer à tes occupations dans les marchés où les femmes doivent se rendre de village en village, c'est presque impossible. Parce que on peut t'enlever, tu peux être victime de viol, tu peux être même victime de la traite de femmes. Donc, je pense que nous sommes en train de reculer. Il n'y a eu aucune avancée en ce qui concerne la question des femmes pendant l'année écoulée. Nous allons aborder à présent le second volet de cette émission. Il s'agit des rapports 2015. Alors, une première question concernant ce volet. Comment les organisations de lutte pour la promotion des droits de l'homme procèdent pour élaborer les rapports? La question est adressée en premier lieu à vous, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International. Très bien, je vais vous donner l'expérience d'Amnesty International. Eh bien, nous, vous savez que les droits humains, c'est très très important et il est très 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 dangereux de vouloir parler des droits humains si on n'a vraiment pas toute, disons, la capacité de recherche. Donc, à Amnesty International, nous avons des chercheurs. Nous avons des chercheurs qui sont basés pour l'Afrique occidentale, par exemple, ils sont basés à Dakar. Eh bien, c'est des gens qui chaque fois qu'ils sont toujours à l'écoute du monde et particulièrement de la région qui les concerne. Parce que Amnesty International vient de se doter de 10 bureaux à travers le monde. Donc, il y a un bureau de Dakar. Donc, les chercheurs de l'Afrique occidentale et centrale sont basés à Dakar et ils sont à l'écoute de la sous-région. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge dans un pays, ils sont là. Et quand ils viennent, ils trouvent que nous sommes aussi sur le terrain. Et nous, peut-être que nous n'avons pas autant de compétences, autant de connaissances qu'eux, mais avec eux, nous allons ensemble dans les coins et les recoins du pays pour voir effectivement là où il y a quelque chose à trouver. Vous savez, chez nous, il y a un adage bambana qui dit que, eh bien, l'étranger a des gros yeux, mais il ne voit pas. Donc ces gens, quand ils viennent dans nos pays, ils sont obligés de nous utiliser pour qu'ensemble nous puissions faire le terrain et pour qu'on puisse vraiment découvrir les grandes choses. Maintenant, ils ont peut-être un esprit d'analyse un peu plus avancé que le nôtre parce que c'est des professionnels et ils sont en train aussi de nous former, nous aussi, pour être professionnels. Mais je vous garantis que chaque fois que la recherche est menée et que là, le rapport apparaît, c'est vraiment des vérités qui sont là. Alors, comment se fait donc l'élaboration de rapports au niveau de l'AMDH? La question est posée à vous, Amadou Boubacar Tekete. Merci, M. Fomba. Oui. Exactement comme l'a dit King, l'AMDH, contrairement à Nushi,
couvre toute l'étendue de la République de Kaya Kidal. Nous avons nos sections. Et Allez-y. Nous avons nos sections. Et dans chaque section, vous avez des points focaux. Et il y a des cercles où il y a des points, par exemple à Iwaru, à Léré, à Nyafenke, ça, il y a des points focaux qui sont là uniquement pour surveiller et rendre compte de ce qui se passe. Et donc, on a l'information à temps réel. Et tout ce que nous disons, effectivement, sont vérifiables et touchables. Et c'est à ce titre-là qu'au niveau de l'accès à la justice, nous avons plus de 200 victimes de violations que nous défendons. Et il y a 180 qui sont liés à la crise actuelle. Donc, vraiment, nous sommes conscients de ce que nous faisons comme enquête. Et chaque fois que nous portons plainte contre une telle personne, c'est avec des preuves. Mais malheureusement, il faut le dire, plainte est une chose, mais l'exécution de la plainte en est une autre. Parce qu'il s'agit réellement d'avoir affaire avec une population qui est victime, une population qui a certainement été acteur, mais de l'autre côté, des décideurs qui pensent que pour des raisons d'État, pour des raisons de faciliter la paix, qu'il faille libérer certaines personnes qui ne doivent pas être libérées, pour nous qui ne doivent pas être libérés. Et ça, nous le déplorons, nous allons continuer à le déplorer. On a marché et pour dire que ce n'est pas normal que quelqu'un qu'on a vu lui-même donner des ordres, amputer des mains, célébrer des mariages forcés avec des enfants, violer des femmes, qu'on le libère parce qu'on tient à la liberté et on tient à la paix. Nous pensons que ce n'est pas une paix durable qu'on va constituer. On ne va jamais construire une paix durable en laissant les violeurs dans la rue sous prétexte que c'est pour accord. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier un comportement d'impunité quelconque pour quoi que ce soit. Pas pour la paix, pas pour la réconciliation. On ne peut pas réconcilier des gens. Je vois ma femme que vous allez violer, je suis devant vous, vous violez ma femme. Je vous vois dans la rue et vous voulez que je vous excuse, vous voulez que je parle. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Vous voulez dire que c'est comme une plaie qu'on ne peut pas soigner sans la désinfecter? Non, c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on se leurre. On ne peut pas faire une réconciliation nationale, on ne peut pas faire une paix durable sans dire la vérité, sans réparer, sans se pardonner et ensuite se réconcilier. Ça, c'est très clair. Il ne faut pas se cacher la figure. On ne peut pas. Nous avons des plaintes qui sont là-bas depuis des années et qui continuent encore, mais on a changé les juges qui avaient appris à faire cette enquête. Au moment même où nous pensons qu'on doit les juger parce que déjà on a formé des gens, on a formé des magistrats qui commencent à aller et on les enlève, on les met ailleurs. On amène d'autres personnes pour venir faire un travail pour des gens qui n'ont jamais fait de formation sur ça. Mais nous pensons que ça, c'est un sabotage. C'est un sabotage qui ne dit pas son nom. Et là, nous n'allons jamais fermer les yeux ou la bouche pour dire qu'ils sont en train de faire du bon travail. Ils ne font pas du bon travail parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, avec l'arrivée de la ministre actuelle des droits de l'homme, on peut avoir un peu d'espoir. Parce qu'elle, au moins, elle a montré ses preuves qu'elle veut vraiment faire respecter les droits de l'homme. Parce que sa première visite, ça a été effectué où? À la maison terrestre centrale de Bamako. Ça, c'est un atout pour nous. C'est un indicateur. Et nous savons que tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pour aujourd'hui l'humanisation des prisons, c'est pour le respect des droits de l'homme. On l'encourage, si seulement ceux qui l'ont laissé encore, parce que je crois que c'est à ce niveau-là que moi j'ai des problèmes. C'est-à-dire que je ne peux pas à 100% faire confiance aux décideurs. Je ne peux pas. Parce qu'il y a des blocages qu'on a, c'est des blocages qui sont préparés. C'est préparé, c'est fait sciemment. Sinon, il y a des dossiers qui sont finis, qui peuvent être jugés même demain. Et si on juge ce dossier-là demain, mais je crois que le pays aura une confiance au moins à sa justice. Et c'est ce qu'il faut. Parce que tant qu'il n'y a pas de confiance au niveau de la justice, eh bien, nous allons
passer à côté. Un pays où la justice n'est pas juste est un pays qui est allé à la dérive. Ceci est certainement compris par nos auditeurs. À présent, nous allons joindre Atay Ag Mohamed. Alors, Atay Ag Mohamed, vous êtes donc le chargé des droits de l'homme au MNLA. En quoi consiste votre mission? D'abord, nous ne sommes pas une ONG. Nous ne sommes pas une ONG comme les autres. Nous sommes une structure au sein du MNLA qui a pour mission principale de veiller aux différentes violations des droits de l'homme qui se passent partout, lors des affrontements ou lors des actions comme ça en zone de non-affrontement. Et aussi, nous sensibilisons, nous formons les combattants du MNLA et des autres groupes à ne pas commettre des crimes de guerre lors des affrontements, à respecter les populations civiles autant que possible, à éviter l'usage des armes lourdes à certaines dispositions. Donc nous menons beaucoup de sensibilisations sur le terrain. Chez nous, les droits de l'homme, c'est d'abord une tradition. Le respect de la femme, chez nous, est sacré. C'est pas une chose nouveau. On n'apprend pas ça d'une école de Bruxelles. Ensuite, les prisonniers de guerre aussi, vous avez l'exemple depuis longtemps. Ça a toujours été une tradition chez les gens de respecter la personne qui s'est déjà rendue, et les personnes vulnérables. Donc, nous utilisons des instruments traditionnels locaux pour motiver les gens à continuer à avoir une considération à la vie humaine, une considération aux personnes vulnérables. Donc, notre mission aussi, c'est continuer à créer un répertoire de violations qui se passe partout. Nous avons des gens sur le terrain, et nous avons pratiquement des gens partout qui nous communiquent en temps réel, et vous suivez l'Internet un peu partout et ce qui se passe. Il suffit que se passe une action, nous sommes les premiers à la communiquer. Après, les ONG suivent. Nous sommes les premiers en général, nous sommes les premiers interlocuteurs des ONG, que ce soit Amnesty International qui est avec vous, que ce soit l'AMDH, bon, AMDH pas beaucoup, comment on appelle ça, Human Rights Watch, aussi nous communiquons beaucoup avec eux. Nous sommes principalement les premiers acteurs qui communiquent l'information et après chacun rapporte à sa façon. Donc notre travail c'est ça, c'est un travail difficile, mais que nous menons avec beaucoup plus d'accessibilité aux populations parce que nous sommes des locaux, nous avons des valeurs qui sont déjà ancrées, qu'on n'apprend pas d'ailleurs. Donc ça nous facilite la tâche. Donc voici un peu notre mission au niveau des... mais pour ce qui est de la gestion actuelle, c'est qu'aujourd'hui il faut comprendre que l'accord qu'on a signé, c'est l'accord pour la paix. Ce n'est pas l'accord de paix. Son nom l'indique, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. Oui. C'est ça. Il est censé présenter des mécanismes, des phases, des instruments progressifs qui vont aboutir à la paix. Et entre-temps, il y a un grand retard. Et depuis un moment, ce retard est dit, c'est parfois des mesures simples, des décrets simples que le gouvernement pourra prendre. Et je sais que le temps est court. Vous avez écouté hier les propos du chef de l'aménagement sur Jeune Afrique, si vous suivez, où il dit que les zones sous contrôle des groupes armés aujourd'hui sont plus sécurisées que les zones sous contrôle gouvernemental. C'est le chef de la mission des Nations Unies au Mali qui l'a dit. Alors, nous allons vous retrouver dans quelques minutes. Le temps de rejoindre Mme Boiré Bintou-Founé Samaké, présidente de WILDAF au Mali. Dites-nous, Mme Boiré, dites-nous, vous, à votre niveau, concernant la situation des femmes, est-ce que vous produisez annuellement un document? Oui, nous produisons annuellement un document. Nous venons de publier un rapport sur les violations de droits, une enquête que nous avons menée à Tombouctou. Et au cours de l'année 2015, nous avons enregistré 182 cas de violations des droits des femmes. Et ces violations portent sur les viols et tentatives de viol, sur des familles abandonnées, et sur le harcèlement, parce qu'aujourd'hui, le constat que nous avons, c'est que les bourreaux et les victimes se retrouvent sur le même terrain. Des bourreaux qui avaient fui pour aller dans les camps de réfugiés, qui avaient échappé à la justice, viennent tout bonnement s'installer comme si de rien n'était. Donc ça, c'est des situations que nous avons et commencent même à harceler et à menacer les victimes. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'entendre le chargé des droits de l'homme du MLA. Aujourd'hui, à Kidal, nos populations, nos femmes vivent le martyre parce qu'elles sont rançonnées, elles sont harcelées par ces groupes armés.
Pour pouvoir rentrer à Kidal aujourd'hui, il y a des checkpoints où il faut payer. Et si vous ne payez pas, vous êtes victime de violations de droits. On vous bat, on vous insulte, parce que toutes ces violations sont faites à l'endroit de personnes qui ont quitté d'autres régions pour s'installer à Kidal. Moi, je pense qu'on doit veiller à ça. Nous avons enregistré des cas comme ça. Donc, nous pensons le rapport que nous avons fait dans la seule région de Tombouctou, où nous avons enregistré 182 cas de violation. Ce rapport, nous l'avons publié il y a de cela 2 semaines. Alors, cette petite question, est-ce que vous avez les moyens d'étendre vos enquêtes à toutes les régions du Mali? Nous avons les moyens d'étendre nos enquêtes à toutes les régions du Mali, mais quand même, pour pouvoir enquêter, il faut préparer des gens. Il faut quand même les former pour qu'ils maîtrisent les outils d'enquête, parce que quand vous publiez un rapport, vous ne pouvez pas publier un rapport sur des situations qui ne sont pas fondées. Donc, il faut quand même préparer les enquêteurs, faire l'analyse des données pour pouvoir ensuite publier ce rapport. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir l'étendre sur toutes les régions, mais aujourd'hui, nous avons un bureau spécifique à Tombouctou. C'est pourquoi nous avons axé nos enquêtes sur la région de Tombouctou. Monsieur Tekete qui veut donc réagir? Je vais tout juste dire que l'UDAF Mali est entièrement avec la MDH, parce qu'on est avec la MDH, la FDH, l'UDAF Mali, le collectif Cri de Cœur, et la clinique Demesso et l'association malienne des juristes maliennes. Donc, il y a un rapport qui a été effectivement publié après enquête de ce groupe. Parce que nous sommes ensemble, on travaille ensemble et on dit la même chose. C'est pourquoi, si vous constatez, il n'y a pas de contradiction fondamentale, il n'y en a même pas. C'est-à-dire que tout défenseur des droits humains au Mali aujourd'hui déplore la violation des droits de l'homme qui ne faut que s'aggraver. Je voulais juste vous dire que l'UDAF Mali et la FDH, la NBH et la clinique Demesso, nous travaillons ensemble. Alors, la suite de ce débat après une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Droits de l'homme au Mali, regard de l'AMDH et d'Amnesty, c'est donc le thème du grand dialogue de ce mercredi. Nous en parlons avec 4 invités: Amadou Boubacar Tekete, secrétaire général de l'AMDH, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International et président du réseau des défenseurs des droits humains, Ataï Ag Mohamed, il est en ligne, il est de la CMA, il est le chargé des droits de l'homme au MNLA, et Madame Boire Bintou Founé Samake, président de UDAF Mali. Nous parlions donc tout à l'heure des rapports, des différents rapports publiés. À présent, cette question: les conclusions des structures comme l'AMDH, Amnesty International et même UDAF sont-elles toujours fiables? Je pose la question à vous, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International. Bon, moi je pense que toutes ces organisations que vous venez de citer sont des organisations extrêmement sérieuses et je n'ai pas de raison à vouloir croire que les conclusions ne sont pas fiables. Pour ce qui concerne Amnesty International, par exemple, ce que nous faisons, c'est que après le terrain, nous allons écrire un rapport qui est d'abord adressé directement aux membres du gouvernement concerné et pour lui dire que bon, voilà, nous avons constaté cette situation sur le terrain. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, donc, ça dépend de la réponse. Si les personnes, disons, si les interlocuteurs, s'ils ont voulu bien être interlocuteurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement, s'ils ont reconnu qu'effectivement il y a ça, et ils s'engagent tout de suite à enrayer la situation. Ça veut dire que les autorités, vous les consultez? Nous les consultons. Tous les rapports que nous publions, nous allons d'abord consulter les autorités d'abord pour leur montrer ça d'abord et écouter leurs réactions avant de publier. Donc, c'est des rapports vraiment qui sont vraiment fiables. Et j'allais ajouter que Amnesty International aussi, nous avons des groupes qui sont à l'intérieur du pays, dans toutes les régions, même à Kidal. Nous avons des groupes d'Amnesty International qui sont là. Mais cela n'empêche, pour le sérieux des rapports que nous publions,
nous avons toujours des techniciens qui viennent nous aider pour pouvoir vraiment bien peaufiner les informations que ces groupes nous donnent. Amadou Ouakar, secrétaire de l'AMDH. Bon, l'AMDH est tellement conscient et croit à ces rapports que l'AMDH se constitue partie civile auprès des victimes. Si l'AMDH doutait de ce qu'il disait, mais il n'aurait pas porté plainte au nom et avec le consentement des victimes que nous accompagnons avec des avocats, avec d'autres comme nous, le consortium des défenseurs des droits humains qui préside King. Donc l'AMDH est très consciente de ce que ces rapports sont fiables. Et mieux, nous suivons les dossiers dans les cabinets d'instruction. Et après les cabinets, on les suit jusqu'à dans la salle de jugement parce qu'on s'est porté partie civile pour qu'on puisse défendre ces victimes-là. Mais j'ai dit qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas publier compte tenu de ce que c'est des affaires qui sont au niveau des cabinets d'instruction, d'où la confidentialité est recommandée. Mais il y a des affaires où on n'a pas besoin de les cacher. Hein? Le ministère public contre Al-Hussein Hunka quand même, on a marché. Toutes les associations de défense des droits de l'homme ont marché contre ça en 2014. Et celui de la plainte contre Ali Amarat, le commissaire de Gao. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde a connu. Donc ça, c'est ces dossiers qui existent, qui sont dans les cabinets d'instruction, mais que les gens sont libérés. Mais le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Comprendre quelqu'un la main dans le sac, qu'on le donne à la police, que la police le donne à la justice, et qu'on le voit dans la rue. Comment on peut le justifier? Et la plainte contre Iyad Agar, ça c'est le mal. Il y a une plainte contre Iyad. Et personne n'arrive à le toucher. Les gens même disent que c'est le mal. Il y en a qui demandent est-ce qu'il faut parler avec lui? Est-ce qu'il ne faut pas parler? Mais il faut chercher à savoir d'abord où il est et qu'est-ce qu'il mérite. Ça, c'est des choses qui sont là. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour les savoir. Si tout le monde se plaint de quelqu'un et on pense que c'est le mal, mais chercher à avoir la solution de ce mal-là. Donc l'AMDH est consciente très sincèrement de tout ce qu'elle fait et elle assume parce qu'elle a confiance à ses rapports. Alors nous avons toujours en ligne Ataï Ago Mohamed de la CMA chargée des droits de l'homme au MNLA. Alors, dites-nous Ago Mohamed, Ataï, avec la signature de l'accord de paix il y a 8 mois de cela, on s'attendait au moins à un léger mieux en matière de respect des droits de l'homme. Pourtant, le rapport de l'AMDH et de la FDH est accablant. Plus de 200 attaques terroristes et de banditisme, plus de 200 morts. Ne va-t-on pas à contre-courant quelque part, M. Ataï Mohamed? D'abord, je regrette que vous ne m'accordez pas beaucoup de temps parce que pour beaucoup de questions, mais ce n'est pas grave, j'essaierai de répondre vite. D'abord, ce qu'il y a, c'est que nous aussi, de notre côté, nous publions des rapports trimestriels, annuels. Nous faisons des alertes, nous lançons des alertes, nous écrivons des correspondances à l'ensemble des organisations de droits de l'homme. Et l'autre chose, c'est que les droits de l'homme aujourd'hui, la violation des droits de l'homme, il faut les définir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Par exemple, les raquettes ne sont pas nouvelles. Dites-moi un seul poste de sécurité légale, la gendarmerie ou de la police malienne ou de la douane malienne, entre des Gao en Euro du Sahel qui ne fait pas payer de raquettes. Il n'existe pas. Personne ne peut dire que ça n'existe pas. Ce sont des importations des autorités d'État légales qui sont pointées et qui prennent des raquettes avec des pauvres citoyens. Donc, ce sont par exemple, il ne faut pas confondre les degrés de violation. Il y a des violations, mais les natures ont changé, même s'il y a des cas de violation. Les délits commis aujourd'hui, qui sont vraiment, que moi je dénonce les premiers, ce sont des violations commises par des organisations ou des partis membres du processus de paix signé les 15 et le 20 juin. Le 15 mai et le 20 juin 2015. C'est ce qui est vraiment dénonçable en premier lieu. Maintenant, une action commise par les groupes terroristes, leurs noms déjà dit qu'ils commettent des actions terroristes. Donc on s'y attend. C'est ce qui est encore à dénoncer en premier lieu. Je parle par exemple des arrestations arbitraires qu'Amnesty ou les rapports de rien à citer, les exécutions, les détentions, tout ceci par l'armée malienne. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer vite. Maintenant, aujourd'hui, j'avais arrêté un propos avec les propos du chef de l'aménagement hier, sur Jeune Afrique, qui dit que c'est le chef de l'aménagement, il a des informations, il parle à partir d'éléments d'information très crédibles, où il dit que les zones sous contrôle des mouvements aujourd'hui semblent, ou
il confirme, sont plus sécurisés que les zones sous contrôle gouvernemental. Ça, c'est très important. Il s'agit du septentrion malien, évidemment. Exactement. Il parle des zones que nous contrôlons, nous. Il dit qu'ils sont plus en sécurité aujourd'hui que les zones sous contrôle gouvernemental. Donc, ça veut dire que les banditismes, il y a aussi, on va commencer les banditismes récurrents, les actes de terrorisme et les choses commises par les partis du processus. Je disais aussi que l'accord s'appelle l'accord pour la paix. Ce n'est pas l'accord de paix. Donc, il sous-entend qu'on va vers la paix. Il prévoit des mécanismes. C'est peut-être ce soir, au Conseil des ministres du gouvernement, ce soir, peut-être qu'il y aura une décision très importante par rapport à la transition. Certainement, si les choses ne changent pas, qui va ouvrir une nouvelle porte à la chose. Si tout se passe bien, normalement, ce soir, au Conseil des ministres, ce soir, du gouvernement malien, ça serait avancé. Il y a des blocages. Et ceci aussi aura besoin d'être accompagné par des mesures réglementaires et institutionnelles et constitutionnelles aussi qui vont permettre d'avancer vite. Donc on est à 9 mois presque, on a un accord de paix, on a un accord pour la paix, pas de paix, il faut le préparer son nom. Il prévoit une commission d'enquête internationale. Tous les rapports que les partis donnent, qu'elles soient parties prenantes ou partisans d'un camp, sont des rapports qui ont besoin après d'être vérifiés par une commission d'enquête internationale prévue dans l'accord. Ça aussi, il faut aller vite vers ça pour corriger les infinités. Donc, je vous dis ici que la signature de l'accord est un élément, est un pas, mais il ne peut pas permettre tout de suite qu'on se dise tout est OK. Alors, et à ne pas aussi confondre les actions posées partout par des groupes terroristes qui sont des groupes appelés terroristes et des membres des processus de paix. Et pire, une institution de la République, l'armée nationale, qui se permet de commettre des actions comme ça où elle a besoin de restaurer la souveraineté. Et la souveraineté... Agor Mohamed, si le temps le permet, on vous rejoindra un peu plus tard. Maintenant, nous allons nous adresser à Mme Boiré Bintou Founé Samake, la présidente de WILDAF. Alors, Madame, 200 attaques terroristes et de banditisme en une année, plus de 200 morts, ce n'était pas certainement attendu après la signature de l'accord de paix entre les partis. Effectivement, ça, ce n'était pas du tout attendu. Et c'est qu'avec tout le Mali s'était engagé pour que ces accords puissent être signés. Et comme il l'a dit, peut-être que nous n'avons pas la même lecture de l'accord de paix, mais nous pensons qu'avec cette signature, il devait y avoir une amélioration. Mais au contraire, les choses s'enlisent de plus en plus, les attaques deviennent fréquentes et il y a même des partis signataires de l'accord qui font partie. L'attaque qu'il y a eu à Ménaka, les journaux en parlent, il y a des membres des partis signataires qui font partie de l'attaque. Donc nous pensons qu'il n'y a pas eu un progrès. Il n'y a pas eu un progrès vu le constat aujourd'hui sur le terrain. Alors, vous avez 1 minute 30. Vous, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, ce sera certainement le mot de la fin. Bon, je pense que je vais commencer d'abord par reconnaître que Attaï nous a donné beaucoup d'informations. Et surtout, il m'a appris que nous avons un accord pour la paix et non un accord de paix. Et je pense que les Maliens ont besoin de comprendre cela. Les Maliens ont besoin de comprendre que l'accord que nous avons, ce n'est pas un accord de paix, mais c'est un accord pour la paix. Autrement dit, nous devons faire énormément d'efforts pour aller vers la paix. Moi, je vous dis que ce que je déplore effectivement, c'est que c'est bien après l'accord qu'il y a eu la recrudescence des attaques. Et ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et moi, je pense simplement que pendant la guerre, eh bien, c'était l'armée qui avait, qui faisait des pertes, etc. C'était les groupes armés qui perdaient. Mais avec cet accord pour la paix, eh bien, les armes se sont tues directement. Les belligérants ont déposé les armes, mais malheureusement, ça n'a fait qu'ouvrir le terrain à du banditisme, etc., etc. Et maintenant, comme je le disais, il y a des zones où on ne peut plus se déplacer.
Alors, c'était donc le mot de la fin. Je rappelle que le sujet du jour, c'était droits de l'homme au Mali, regard de la MDH et d'Amnesty. On prépare au débat Amadou Boubacar Tekete, secrétaire général de la MDH, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, Ataï Ag Mohamed, membre de la CMA chargé des droits de l'homme au MNLA, Madame Boiré Bintou Founé Samake, président des WIDAF au Mali. À la mise en onde, Gagné Kanté, régie vidéo Lassana Sinatao. Et réalisation Ayoubasso, présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri.